Une rencontre dans le cadre de Conférences pour tous, cette structure qui a le bonheur d'inviter des personnalités qui nous font apprendre. Et aujourd'hui, c'est avec Marie Dehenzel, bonjour. Bonjour. Qui est psychologue et psychothérapeute, Oui. auteur. Et vous venez en Avignon, au Capitol Studio, présenter une conférence sur les forces de l'esprit. C'est cela? Oui. Merci pour cette rencontre. Alors les forces de l'esprit, c'est vrai que c'est un sujet qui à la fois attire et à la fois met en réflexion. Tout d'abord, donc, vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous animez des conférences. Avant de commencer cette rencontre, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu cette différence entre la psychologie et la psychothérapie? Bon, la psychologie, ce sont des études universitaires. Pour être psychothérapeute, il faut avoir soi-même fait un travail sur soi, on pourrait dire. Et ce sont donc, on a des approches différentes. Il y a beaucoup de sortes de psychothérapie, mais je crois que ce qui différencie le psychologue du psychothérapeute, c'est que le psychothérapeute doit avoir fait un travail sur lui. Le psychologue, pas forcément. Le psychologue peut être juste quelqu'un qui a fait des études de psychologie, qui peut faire passer des tests, par exemple, mais pas forcément qui est là pour prendre soin ou accompagner quelqu'un. Et donc, quel est le déclic en vous qui vous a donné envie justement de devenir psychothérapeute, justement à travers ce que vous avez dit, un travail sur vous-même? Moi j'ai toujours eu, depuis très très longtemps, une passion pour l'humain. Et en particulier pour la façon dont les êtres humains traversent les épreuves de leur vie. J'ai été fascinée par la façon, je dirais la capacité d'adaptation des gens, leur résilience, la façon dont ils peuvent s'appuyer sur eux-mêmes, sur leurs forces internes, leurs ressources internes, les forces de l'esprit, et puis aussi sur la solidarité des autres. Je me suis dit, mais la vie est dure, les gens traversent tous des épreuves, tous. Je connais personne qui ne traverse pas d'épreuves. Comment les gens font pour traverser, pour continuer à vivre, avoir envie de vivre? Et j'ai évidemment, maintenant j'ai un certain âge, donc j'ai pas mal d'expérience derrière moi. Et en tout cas, tout ce dont j'ai été témoin m'a confirmé dans le fait qu'on a une énergie vitale extraordinaire à l'intérieur de nous. Alors cette énergie vitale, est-ce qu'on en est conscient de cette énergie? Il y a des personnes peut-être qui n'en sont pas conscientes et justement font appel à des psychologues ou des psychothérapeutes pour justement rallumer la flamme de cette énergie. Voilà, c'est une belle définition de la psychothérapie, oui, de souffler sur la flamme. Bon, c'est souvent ce qu'on fait, c'est-à-dire effectivement il y a des personnes qui dans certaines épreuves perdent confiance en elles et perdent le contact avec elles-mêmes, et peut-être que le rôle du psychothérapeute c'est justement de les remettre dans le fil de la vie et oui, j'aime bien cette expression, cette image de souffler sur les braises qui sont là. C'est un beau métier finalement. Je pense qu'en fait, justement, je pense qu'il n'y a pas de... Je ne suis pas du tout pour cette image de la psychologue qui aurait un savoir sur ce que la personne doit faire, comment la personne doit s'en sortir. On ne sait pas. Justement, c'est ce qui m'a fascinée moi dans mon métier, c'est que c'est la manière dont les gens se sortent, qui est très particulière, très singulière, très personnelle. Donc, mais il faut avoir cette confiance dans l'humain. Et vous voyez, plus j'ai vu des situations difficiles, plus j'ai vu vraiment des épreuves lourdes, comment les gens les traversaient, plus ça a renforcé ma confiance dans l'humain. En vous disant justement que la force de l'esprit est vraiment... J'ai observé ça. Ouais. J'ai observé ça.
Alors bien sûr, il y a des échecs, bien sûr. Il y a quelquefois ça, voilà, mais c'est comme pour tout, hein. Je veux dire, il y a un pourcentage effectivement de personnes qui à un moment donné perdent pied et ne trouvent peut-être pas la parole ou le regard qui permet justement de rebondir. Ça, voilà, c'est la vie. Ça fait partie de ce qui vous a donné envie de faire des conférences sur les forces de l'esprit, peut-être sensibiliser, ouvrir cette... Là, je fais des conférences parce que c'est le titre d'un livre, de mon dernier livre aussi, qui est un peu particulier, puisque c'est un livre sur les échanges que j'ai eus avec le président François Mitterrand, qui avait dit d'ailleurs dans ses derniers vœux, en 1994, « Je crois aux forces de l'esprit ». Et je crois que je peux personnellement expliquer pourquoi il a dit cette phrase, puisque je l'ai rencontré pendant 12 ans, et que j'ai rencontré à un moment donné, on lui avait donné, son espérance de vie était arrivée à son terme. On lui avait donné 3 ans à vivre, j'arrivais au bout des 3 ans. Donc normalement il devrait être mort, comme il m'a dit. Et quand je lui ai dit, mais qui peut vous dire le temps qu'il vous reste à vivre? Le temps qu'il reste à vivre à quelqu'un, ça dépend du désir de vivre, ça dépend de ce qu'on a encore à faire sur Terre, et ça dépend des forces de l'esprit. Et quand je lui ai dit ça, j'ai vu que j'avais dit exactement ce qu'il attendait. Et il est reparti. Il a quand même vécu 12 ans après qu'on lui ait dit qu'il n'avait plus d'espérance de vie. Donc c'est un exemple. C'est un exemple. Il n'est pas le seul. C'est un exemple, et c'est effectivement, je suis partie de ces échanges pour explorer toutes ces questions autour de tout ce que les gens peuvent se poser comme question quand ils sont atteints d'une maladie. Parce qu'il n'était pas guéri de sa maladie, il la portait. Et là aussi, c'est intéressant la différence entre avoir une maladie et être malade. Souvent, il y a des gens qui portent une maladie mais ne sont pas malades, c'est-à-dire intérieurement ils sont dans la vie, ils sont dans la dynamique de la vie. Alors ils portent une maladie, oui. Et puis il y a des gens qui s'identifient tellement à la maladie qu'ils le sont, qu'ils le deviennent. Voilà, c'est pas seulement ils portent une maladie, ils sont malades. Ils perdent leur énergie, ils sombrent. Ce qui m'a intéressée chez François Mitterrand, c'est que justement, c'était quelqu'un qui portait une maladie, mais qui intérieurement avait une vitalité incroyable. Et que j'ai... Voilà. Et évidemment, je suis partie, dans ce livre, je pars de ces échanges que nous avons eus, mais je vais bien plus loin. C'est-à-dire que ce sont des questions qu'on se pose tous. À partir du moment où on sent qu'on est fragile, vulnérable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux et surtout, est-ce que ça n'amène pas à se poser des questions qui sont justement des questions spirituelles? Et quand je dis spirituel, c'est pas religieux, c'est-à-dire que tout le monde s'en pose. Tout le monde se pose des questions sur le sens de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Pourquoi on est là? Quel est le sens de cette existence? Donc c'est ça les questions spirituelles. Alors bien sûr, il y a aussi des questions sur la mort, sur l'au-delà, où est-ce qu'on va, des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, mais qu'on peut se poser. En tout cas, se les poser, justement, ça permet d'approfondir aussi ces questions. C'est ce dont j'ai été témoin dans les conversations avec cet homme qui était en fait, comme tous les gens qui sont atteints d'une maladie, il avait un côté très vulnérable et très humain dans ce sens-là. Donc j'ai pas vraiment connu l'homme politique, j'ai même pas du tout connu l'homme politique, on parlait jamais de ça, mais on parlait de ça, de comment on fait quand on a une épée de Damoclès sur la tête, au-dessus de la tête, que l'on est malade, que l'on a encore envie de vivre, encore des choses à faire sur Terre. Et voilà, comment on fait? Et c'est par des échanges que vous avez pu lui faire prendre conscience de
de certaines choses, ou est-ce que c'est beaucoup d'écoute aussi, peut-être? Ah oui, beaucoup d'écoute, oui. Beaucoup d'écoute. Et puis, de toute façon, moi j'ai une profession d'écoute. Hein. Et moi j'apprends beaucoup des autres. Hein. J'ai même... Et, mais quelquefois on entend des choses que l'autre n'entend pas. Hein. C'est-à-dire que quelquefois on entend au-delà de ce que la personne, elle, croit. Elle va parler, mais quelquefois on entend des choses, on entend plus loin. Donc on peut donner cette résonance aussi. Je crois que l'écoute d'un psychologue, ça agrandit. Hein, il n'est pas là pour, là encore une fois, pour apporter des solutions. Les solutions, elles sont chez l'autre. À l'intérieur. Ça, j'en suis persuadée. Elles sont à l'intérieur de l'autre. Mais on peut justement agrandir peut-être le regard que chacun porte sur sa souffrance, sur son épreuve, en montrant des choses quelquefois que l'autre n'a pas vues. Jusqu'où, quelle est la limite de la force de l'esprit? Ça alors, c'est pas répondre à ça. Ça reste mystérieux pour moi. C'est... Je pense que si on est dans une attitude très négative, c'est-à-dire qu'on se dit que voilà, il n'y a rien à l'intérieur de soi, il n'y a rien au-delà de soi, c'est que à ce moment-là, je pense qu'on se ferme des portes. On ferme des portes qui pourraient peut-être s'ouvrir. Pourquoi certains ferment les portes et que ça, je ne saurais pas dire. Mais je pense que la limite, elle est là. Hein. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'à partir du moment où on se dit... moi, c'est souvent une question que je posais, je dis, mais qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Parce que je crois que dans le désir de vivre, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de... Et pourquoi ne pas se dire, au fond, est-ce qu'on ne peut pas laisser cette énergie prendre son élan, hein? Pourquoi est-ce qu'on ferme tout de suite en disant non, c'est pas possible? Pourquoi on ne laisse pas ce désir-là sans savoir vraiment comment il va cheminer, hein? Mais vous voyez, c'est peut-être ça qui est l'espoir en fait qu'on peut avoir dans une épreuve. On traverse une épreuve, on traverse. Et moi j'ai connu des gens qui même se noyaient, et puis au fond, eh bien, ils trouvent que c'est miraculeux, c'est mystérieux d'ailleurs, ils trouvent l'énergie de donner le coup de pied au fond qui fait hop, on remonte. On dit que quand on tombe bas ou quand on est très vulnérable, on ne peut pas tomber plus bas et que forcément il y a une force et une énergie justement vitale qui vient. Est-ce que ça fait partie de la nature, ça fait partie de nous? Oui, ben oui, il y a quelque chose... Et justement, votre présence par rapport au milieu médical, en l'occurrence avec François Mitterrand, quand on lui a dit justement qu'il lui restait plus que 3 ans à vivre, comment vous êtes... Non, mais moi je n'ai pas du tout rencontré ces médecins. Ouais. J'étais dans un tiroir secret. C'est ça. Complètement. Comment vous êtes positionné justement par rapport à ça? J'étais dans un tiroir secret. Mais vous savez que moi quand je l'ai rencontré, j'avais pas 40 ans. Et je me suis dit, c'est extraordinaire de rencontrer un homme comme ça. Donc je me suis dit, il me met dans un tiroir secret, très bien, bah, j'y reste et je regarde ce qui se passe, j'écoute. Je me suis dit, je me laisse porter. Je ne vais pas chercher à maîtriser les choses, ni même à contrôler ce qui se passait. Je me suis dit, c'est assez extraordinaire, j'ai juste à me laisser conduire, à me laisser guider. Et je n'ai jamais rencontré ces médecins, hein. Juste à la fin. Juste tout à fait dans les dernières semaines où j'ai croisé son médecin qui était rue Frédéric Leclé auprès de lui, mais sinon je ne les ai pas rencontrés. Donc j'étais dans une position tout à fait à part. D'ailleurs il disait de notre relation qu'elle était inclassable.
Et c'est vrai que j'ai accepté cette situation. Pourquoi? Parce que d'abord, parce que je trouvais ça extrêmement intéressant, qu'en plus François Mitterrand m'a toujours beaucoup respectée, que je ne sentais pas du tout qu'il me manipulait, je me sentais libre. Parce que vous avez eu... pourquoi cette remarque finalement? C'est étonnant cette remarque d'avoir cette réflexion justement, comme quoi il vous respectait. Enfin, oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais tu te rends compte, il t'appelait, il te demandait de venir, tu passais comme ça. Enfin, il y a des gens qui m'ont dit... Ils étaient surpris de la relation que... J'ai dit oui, c'est un choix que j'avais fait, délibéré, de me laisser conduire. Et je me sentais pas du tout, c'est pour ça que je dis, je me sentais pas du tout manipulée, ni pas du tout. J'avais conscience de vivre quelque chose d'assez étonnant et intéressant. Et puis que la bonne attitude, c'était celle que j'avais. C'était, voilà, de ne rien attendre, ne rien demander, être juste disponible. Et en fait, ça a été une attitude qui, je crois, qui a permis qu'au fil du temps, il y ait justement cette fidélité de la relation aussi. Parce que... Cette relation a dû amener certainement une relation peut-être plus que passion. Enfin, moi, je crois que c'est difficile à classer, il avait raison, c'est une intimité spirituelle. Il y avait, à certains moments, je sentais qu'il avait une grande affection pour moi, mais à certains moments, il était très froid aussi, il jouait des contrastes. Donc, c'était... ce qui est sûr, après coup, c'est que je sais que je l'ai aidé, je sais que j'ai apporté, mais lui m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup apporté aussi. Ouais, c'était la question que j'allais vous poser. Parce que justement, ce que peut-être les gens ne se sont pas rendus compte, ne savent pas, c'est que c'est lui qui a créé la première unité de soins palliatifs, il m'y a installé comme psychologue, il s'est intéressé à ce que je faisais, il a préfacé mon livre La mort intime, donc en fait il m'a vraiment mis sur mon chemin. Sur le chemin. Et il m'a encouragée. C'est énorme finalement. Donc je lui dois beaucoup. Je sais aussi que c'était une relation équilibrée parce que je sais que je l'ai aidé, parce que peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de gens avec qui il pouvait aborder toutes ces questions autour de la mort, autour des questions métaphysiques qui se posaient. Et que quand il allait voir quelqu'un, je pense par exemple au philosophe Jean Guiton qu'il est allé voir, il revenait, il me disait, il m'agace parce qu'il m'entretient des fins dernières, il me fait un cours. Et ce qu'il aimait, bon, c'est qu'en fait, moi je ne faisais aucun cours, je lui faisais juste part de ma propre recherche, en fait. Donc quand j'explorais quelque chose, que j'avais lu un livre, ou que j'avais appris à méditer avec, par exemple, le médecin du Dalai Lama, il m'avait dit apprenez-moi, racontez-moi. Donc il me suivait dans ma propre recherche. Et je pense que c'est ce qu'il aimait, parce que ça enrichissait sa pensée, puis ça le laissait libre. J'essayais pas de le convertir à quoi que ce soit, voilà, et comment est arrivée cette rencontre? Parce que c'est quand même pas anodin. C'est une rencontre, oui, qui était fortuite d'une certaine façon, parce que mon frère aîné, mon demi-frère aîné, était son chef du protocole, et il est parti comme ambassadeur à La Haye. Et dans la réception de son départ, où il a d'ailleurs reçu une décoration, j'avais été invitée, donc il m'a présentée à François Mitterrand. D'accord. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose dans le regard, la poignée de main. J'ai su aussi en le voyant, en voyant son visage qui était tellement pâle, tellement... j'ai su qu'il était malade, en fait. Je l'ai su intérieurement. Et je l'ai senti très seul aussi. Voilà. Et donc je lui ai écrit. Et il m'a répondu qu'il souhaitait me connaître. Et ça a démarré comme ça. Alors revenons à cette conférence sur Avignon. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la structure de cette conférence que vous allez faire tout à l'heure? Je vais parler un tout petit peu, parce que je pense que les gens sont curieux aussi au fond du contexte aussi de ce livre, un tout petit peu aussi de la spiritualité de François Mitterrand, de comment...
et puis à partir de là, je vais élargir, c'est-à-dire que je vais parler à la fois de la question justement du pronostic vital. Vous savez, il y a tellement de médecins qui disent aux gens, vous en avez pour 6 mois ou 1 an, et ils n'ont pas le droit de dire ça. Donc je vais parler de ça, hein, d'abord. Je vais parler aussi de justement des ressources internes que chacun a, des forces de l'esprit, de ce qui, aussi de l'importance du désir de vivre, de l'importance de vivre pleinement sa vie, même quand on est menacé par une maladie, hein, c'est ça qui compte. Je vais parler de ça, je vais parler de quelque chose qui me paraît très important, c'est ce que j'appelle la méditation sur la finitude, c'est-à-dire on est mortels, tous. Un jour, on ne sera plus là, les gens qu'on aime non plus. Et donc, à partir du moment où on réalise ça, il y a toute une série de questions qu'on peut se poser. Et c'est intéressant de voir que penser à la mort ou en parler, ça ne fait pas mourir. Au contraire, je pense que ça aide à vivre. Et à vivre peut-être plus juste même, être plus près de soi. Donc je vais parler de ça, bien sûr, de toutes les conséquences de cette méditation, de mettre de l'ordre dans sa vie aussi. Bien sûr, je vais parler aussi des questions qu'on peut se poser que chacun se pose sur le sens de sa vie, mais aussi peut-être sur l'au-delà. Parce que c'est assez intéressant de voir que même des gens qui n'ont aucune croyance, finalement se disent que finalement ils ne savent pas. Je vais citer cette femme que j'avais accompagnée qui n'avait aucune croyance religieuse mais qui m'a dit « Moi je veux être présente au moment de ma mort parce que je suis curieuse de la suite ». Je trouve que cette parole est assez étonnante. Et puis je vais parler de l'accompagnement aussi parce que évidemment c'est de cette expérience. Et je vais parler de l'importance de ce que j'appelle le temps du mourir. Parce que c'est un temps aujourd'hui on a une mauvaise image. On s'imagine, on pense que c'est un temps inutile, pénible, qui n'a pas de sens. Moi j'ai été témoin au contraire que ça avait beaucoup de sens. Et que les gens essayent dans les derniers moments de donner le meilleur d'eux-mêmes finalement. Et c'est pour ça que ce temps, il faut le respecter. Parce que c'est un temps, il y a une très belle formule d'un psychanalyste qui dit que c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. C'est une image d'accouchement. Donc ce que dit ce psychanalyste, c'est qu'au fond, la personne qui vit ces derniers moments, elle essaye au fond d'accoucher d'elle-même. Elle se met à nu par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui commande de respecter ce temps, et si on peut, d'en être le témoin, c'est-à-dire d'accompagner ce temps. Moi je dis que si on a l'occasion, il ne faut pas passer à côté de cette expérience. Est-ce qu'après, vous faites un échange avec le public, justement? Oui. Et c'est important de clôturer cette conférence? Moi j'aime bien parce que, d'abord il y a peut-être des choses que j'oublie de dire, il y a des questions peut-être que je n'ai pas développées, ça permet soit de les aborder, soit d'aller plus loin sur certaines questions. Moi je n'ai pas du tout peur des questions du public, je pense que ça élargit le débat. Qu'est-ce que ça vous a apporté au fond de vous par rapport à votre profession, votre état intérieur aussi, de faire des conférences? Est-ce que vous avez vu que ça vous enrichissait aussi, cet échange avec le public? Oui, puis je pense que... En fait, d'abord, je pense que dans notre pays, on perd la culture de l'accompagnement. Et que faire une conférence comme ça, grand public, c'est une façon au fond, de permettre à chacun de se mettre devant cette question. Et je pense que je contribue à rétablir une certaine culture de l'accompagnement, parce qu'on la perd. Et dans ce sens-là, je suis contente de faire des conférences, et puis je vois bien aussi que souvent les gens me disent « mais au fond, vous avez abordé des questions qui
paraissent comme ça angoissantes, mais au fond, parler de la mort, de tout ce qu'il y a autour, échanger autour, ben, finalement, ça nous apaise plutôt. Oui. C'est ça. Donc j'ai ce sentiment de contribuer plutôt à un apaisement du débat sur la question. Quand on sait les choses, on est moins inquiet. Voilà. On est moins inquiet. Merci beaucoup, infiniment, pour cette rencontre.